Voix de plume, un podcast qui fait résonner la voix des auteurs qu'on ne place pas sous les projecteurs. Ces auteurs qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui souvent parlent tout seuls dans leur tête avant de coucher les mots sur le papier sans même savoir si quelqu'un les lira un jour. Tendez l'oreille si vous êtes curieux, si vous voulez faire partie de ceux qui découvrent, de ceux qui marchent en dehors des sentiers battus à la recherche des voix inconnues, originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Ils vous parleront des idées, des émotions et des images qui guident leurs plumes, de cette pulsion irrépressible de l'écriture, mais aussi du parcours souvent sinueux qui mène de l'idée au manuscrit, du manuscrit au livre et du livre à son lecteur. Une parole libre, avec comme ponctuation quelques lectures d'extraits à voix haute, la voix la plus directe pour vous faire toucher du doigt l'essence des plumes que je vous invite à découvrir. Pour ce premier épisode de Voix de plume, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice Sophie Chiquet, qui publie ses romans avec sa propre maison, aux éditions Petites Choses, et qui nous présente aujourd'hui Les Deux Mots, M-O-T-S, et Les Deux Mots, M-A-U-X, les deux premiers tomes d'une trilogie, de ce qu'elle définit comme science-fiction sociale. Bonjour Sophie. Bonjour Maud, ravie de faire cette première avec toi. Eh bien, bienvenue, merci à toi d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de ce premier podcast dédié aux auteurs méconnus. Alors méconnus si j'ose dire, pas complètement inconnus néanmoins, puisque tu as déjà publié 6 romans et que tu existes donc en tant que Sophie Chiquet autrice depuis 2017, date de parution de ton premier roman, justement intitulé Incursion, première incursion dans la littérature pour toi. Premier pas. Alors ce premier roman, tu m'as confié l'avoir d'abord écrit pour toi-même, avec en arrière-plan un contexte professionnel qu'on qualifiera de frustrant, un petit peu pénible, en tout cas insatisfaisant, tout à fait, que tu es parvenu à supporter et à traverser, notamment en libérant ta plume. C'est ça. J'ai commencé à écrire pour me faire du bien, et quand j'ai vu que vraiment ça me faisait énormément de bien, je me suis dit c'est une activité qui me convient tout à fait, donc j'ai persévéré. Et tu as bien fait. Incursion, ce premier roman, c'est donc l'histoire d'une femme nommée Chimère, qui, après avoir quitté la Terre en compagnie de ses congénères, se retrouve seule, unique survivante, sur une planète inconnue, dans un univers inconnu. Alors on peut pas s'empêcher de penser qu'en tant qu'autrice, tu avais toi aussi envie de partir un peu loin du monde et de tes congénères. Est-ce que je me trompe ? Non, là je pense que c'est vraiment clair, j'avais besoin de m'isoler. Et puis après, une fois que je me suis retrouvée dans ce monde que j'ai inventé, je m'y suis trouvée bien, et puis ça m'a permis de me poser, de pouvoir dire enfin les choses en prenant mon temps, et voilà, de parler ce qui me touche, c'est le rapport avec d'autres êtres, et comment bien communiquer, et enfin se comprendre. Incursion, c'est un roman où il est question de repousser ses limites pour survivre. Pour toi, c'est aussi le roman qui t'a permis de rencontrer tes premiers lecteurs ? Oui, tout à fait, et de prendre un tout petit peu confiance. C'est ça, c'est un peu la surprise et le plaisir que n'offre que la publication du premier roman. C'est de découvrir qu'il y a d'autres personnes qui aiment te suivre dans ton univers à la fois imaginaire et littéraire. Qu'est-ce que t'as éprouvé Alors, c'est vraiment étrange, surtout quand ils parlent de mes personnages que j'avais moins dans la tête, quoi. Du coup, ils donnent vie à des personnages, et ça, c'est vraiment un grand plaisir. C'est gratifiant, oui. C'est un vrai plaisir. Du coup, tu as poursuivi cette exploration de l'univers donc d'Incursion avec Brassage, deuxième roman paru en 2018, où on retrouve donc le personnage de Chimère. Mais cette fois-ci, elle n'est plus seule. Elle est confrontée à des rencontres avec des espèces inconnues, d'autres formes d'êtres vivants avec qui elle va devoir apprendre à vivre et, comme tu viens de le dire, à communiquer. C'est une sorte de brassage culturel XXL c'est ça, qui oblige Chimère à embrasser d'autres manières d'appréhender le monde, de le ressentir et de le concevoir. C'est la nécessité d'adopter un point de vue différent et même un mode de perception différent. C'est vraiment un thème qui imprègne fortement ton écriture. Oui, tout à fait. Ça m'interpelle.
de communiquer avec les gens avec empathie et avec éventuellement aussi les animaux et les chevaux, parce que je travaille pas mal avec les chevaux, et essayer de comprendre un petit peu leur univers de perception. D'accord, donc on peut considérer que c'est vraiment un point de départ pour ton écriture. Oui. C'est vraiment l'une des motivations. Dans ta recherche de l'écriture, il y a quelque chose de... Bien communiquer, puisque à l'oral, j'ai moi-même du mal à vraiment exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Alors en passant par l'écrit, je peux prendre le temps, trouver le bon mot. Vraiment, c'est un vrai régal. Et du coup, ouais, cette inquiétude de pas bien me faire comprendre impacte mes histoires. Et puis induit cette idée d'être capable de renverser son point de vue, voilà, pour mieux comprendre l'autre et de sortir de sa propre perception. Ça. Avec un petit effort, essayer de se transposer un petit peu à ce que l'autre pense ou perçoit. Ce premier roman, Incursion, il s'est donc poursuivi avec Brassage pour prendre la forme d'une trilogie avec Bascule, la troisième partie de cette trilogie qui a été publiée en 2020. Pour le personnage de Chimère, cette bascule passe notamment par l'expérience de la maternité et du lot de responsabilités qui l'accompagne. Chimère comprend en quelque sorte que son refuge dans cet autre monde ne convient pas pour son enfant. Elle se décide à revenir sur Terre. Et cette première trilogie se termine comme ça par un retour au réel, un retour à la réalité qui s'avère, comme tu le dis sur la 4e de couverture, nécessaire pour sauver ses rêves. C'est ça. J'ai raccordé un petit peu avec la Terre, donc voilà, j'avais besoin de m'isoler, et puis là, j'avais aussi envie de dire pas mal de choses qui m'interpellaient sur notre société, notre fonctionnement. Et Chimère s'y prête tout à fait avec son retour, sa reconnexion avec la réalité. Et la terre, et d'être capable d'embrasser la terre telle qu'elle est, avec ses problèmes entre guillemets. Oui, ses dérives. Avant de te lancer dans la nouvelle trilogie qu'on va découvrir aujourd'hui, tu t'es accordé encore un petit moment dans l'univers de Chimère avec l'écriture d'un livre un peu différent. Ça s'appelle Le Monde selon Petites Choses. C'est paru en 2021. Alors, Petite Chose, c'est l'une des créatures avec qui Chimère a dû apprendre à coexister au cours de son expérience dans cet autre monde. C'est une créature minuscule, comme son nom l'indique, qui communique uniquement par de subtils mouvements de cils. Et avec Le Monde selon Petites Choses, justement, tu proposes à ton lecteur et à toi-même en tant qu'autrice un petit exercice d'agilité mentale qui consiste à appréhender le monde par le prisme de cette minuscule petite créature. Alors le ton est plus léger, c'est un jeu amusant, mais il pousse quand même à s'interroger ce livre, et tu poses toi-même les questions sur la 4e de couverture. Qui est-ce qui est vraiment incomplet? Est-ce que c'est celui qui parle sans penser? Est-ce que c'est celui qui pense sans parler? Ou est-ce que c'est celui qui cille sans bouger? C'est ces petites choses. C'est vraiment mon personnage préféré, mais c'est pour ça que j'ai appelé l'édition Petites Choses et que je l'ai vraiment protégé à l'INPI, parce que je voulais pas qu'on me prenne ce personnage. C'est ta petite chose à toi, quoi. C'est ta petite création. Et voilà, et on retrouve du coup vraiment très marqué cette faculté, ce besoin en tout cas de renverser le regard, de bouleverser les perceptions. Tu parlais des chevaux tout à l'heure, tu es passionné par l'éthologie équine. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots aux auditeurs de quoi il s'agit? Parce que je pense que ça fait vraiment écho à ça. Oui, parce que l'équitation, très longtemps, on a utilisé le cheval un petit peu comme faire valoir, comme outil. Et puis là, depuis quelques années, on se pose la question un petit peu de dire, mais en fait, comment il perçoit le monde, et est-ce que ce serait pas plus simple de travailler avec lui en tenant compte de sa façon de percevoir le monde et de ses caractéristiques intrinsèques d'herbivore qui vit en groupe, etc. Et du coup, on commence à interagir avec les chevaux, vraiment en les considérant avec leur intelligence à eux, et pas en leur imposant la nôtre. Et ça, c'est fabuleux. Il y a vraiment un immense progrès qui a été fait dans l'équitation et le travail avec les chevaux, et ils deviennent vraiment des compagnons plus que des faire-valoir.
Concrètement, ça se traduit par une autre manière de les monter, de les... De comprendre leur peur surtout, puisqu'un cheval qui refuse de faire un exercice, ben c'est pas parce qu'il est feignant ou quoi, c'est parce qu'il a une raison, et du coup... Oui, c'est pas ce cheval a mauvais caractère, voilà, ouais. Ce qu'on entend il est souvent, méchant, il est dangereux, tout oui. ça, ben... Il y a une raison, il fait pas ça intentionnellement, c'est qu'il y a une raison et que on peut rectifier beaucoup de réactivité et enfin travailler avec un compagnon qui est consentant. Et j'imagine que la relation derrière est d'autant plus beaucoup plus riche. Ouais. Bon, alors oui, peut-être que ça met beaucoup plus de temps que avec des éperons et une cravache. Mais c'est tellement plus satisfaisant de travailler les deux dans le même sens et pas un contre l'autre. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça me fait penser aux Indiens qui montaient leurs chevaux, peut-être. Ils passaient beaucoup de temps avec leurs chevaux, donc ils avaient déjà cerné pas mal de points de caractère et ils savaient peut-être les utiliser. Après, ils n'étaient pas forcément toujours très doux et l'éthologie n'est pas douce, juste... On utilise leur communication, donc les chevaux, entre eux, ils se bottent, ils se mordent. Ben, on peut également les repousser violemment, c'est ce qu'ils font entre eux, mais on utilise leurs gestes, leur gestuelle, et pas notre voix, ils comprennent rien à ce qu'on dit, hein, ça c'est évident. Okay. Donc on utilise des codes gestuels, d'attitude, parce que ça, ils sont très 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 sensibles pour le capter. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Et du coup, petite chose, ça peut être un rapport avec un cheval qui émet des signaux très subtils, et nous, jusqu'à maintenant, on s'y intéressait pas. Et maintenant qu'on s'y intéresse, on voit que le cheval peut être très très subtil dans sa perception de nos mouvements et de nos attitudes. Je le répète, mais de mon point de vue, cette nécessité de comprendre l'autre pour pouvoir communiquer, c'est pour moi vraiment le fil rouge de ton écriture. Et je trouve que tu vas même un peu plus loin avec la nouvelle trilogie que tu publies actuellement. Donc à ce jour, les 2 premiers tomes ont été publiés. Le premier s'appelle Les 2 mots MOTS et le second Les 2 mots MAUX. Et il donne à voir justement cette incapacité, ou plutôt il montre comment ce refus de comprendre l'autre peut devenir aveuglement et puis finir par freiner, voire corrompre les interactions sociales. Sophie, tu présentes cette trilogie comme une réinterprétation sans dessus-dessous du mythe de la caverne. Est-ce que tu peux développer un peu ce que tu entends par là, s'il te plaît? Oui, l'allégorie de la caverne de Platon m'a toujours interpellée, parce que moi, c'est tellement représentatif d'une société où... Puis c'est un mythe fondateur, on y fait souvent on référence. accepte des dogmes, et puis pour en sortir, il faut faire un effort. Et là, voilà, avec mes 2 mots, c'est un peu l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de dogmes, de peurs, et puis il y a certains personnages, quand ils se retrouvent bloqués et qui doivent faire une introspection et se poser enfin des questions, c'est ça qui leur permet de sortir de la caverne. D'accord. Avant d'entrer plus en détail dans l'univers des 2 mots MOTS et des 2 mots MAUX, je propose aux auditeurs une immersion immédiate avec la lecture d'un premier extrait par Sophie. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, poser le décor en quelques mots pour introduire cet extrait qui inaugure d'ailleurs une partie du livre qui s'appelle La caverne? Alors, de base, il y a 2 mondes. Il y a une île qui correspondrait à une civilisation des années 1850 et sur laquelle il y a plusieurs guildes, les sachants qui gouvernent tout et qui imposent des dogmes, dont la peur des mots. Et le second monde, c'est cavernes, c'est un monde extrêmement dépouillé où on peut juste survivre. Et le problème des Iliens, c'est que lorsqu'ils prononcent 2 mots qui leur sont propres, ils peuvent disparaître et se retrouver dans ces cavernes. Donc là, c'est ce qui se passe dans l'extrait que je vais lire. C'est mon personnage principal, Savin, il s'appelle, qui malencontreusement a prononcé ces 2 mots et qui va se retrouver dans la caverne. On t'écoute, Sophie. Lorsqu'il reprend connaissance, Savin gît au sol. La honte d'avoir sali son nouveau costume le propulse sur ses pieds. Penaud, il s'époussette avec zèle, puis, retrouvant peu à peu sa lucidité,
Il ralentit ses gestes et regarde autour de lui. De la roche, partout. Il ne voit que de la roche. Pas de ciel, pas de vent, pas de gens. Statufié, au centre de cet univers minéral, Savin peine à respirer. Ravivé par le décor sinistre qui l'écrase, les paroles de l'illuminé défiguré remontent dans les tréfonds de sa mémoire. Les mots l'ont emporté. Lui, un c'est. Au moment où il affirmait son amour à la femme de sa vie. Au moment où enfin il devenait quelqu'un. L'ironie le frappe de plein fouet, le brise. Plié en deux, Savin hurle de douleur. Son existence idyllique lui glisse entre les doigts. Le voilà prisonnier de la grotte, puni par les mots censés faire sa fortune. Puni d'avoir bâti son piédestal sur un socle de sang. Donc voilà, ça c'est Savin qui se retrouve dans les grottes et qui sait absolument pas comment il va pouvoir en ressortir. Et instantanément, dans le paragraphe suivant, on a le point de vue de Tess sur cet instant où Savin disparaît. Donc Tess, c'est justement la femme qu'il s'apprêtait à épouser, qu'il considère comme la femme de sa vie. Tu nous lis ce petit extrait aussi ? Alors elle reste sur l'île et elle a assisté à la disparition. Donc, les yeux fouillant le vide où, une pulse auparavant, se tenait son fiancé, Tess ne respire plus. Dans l'atelier, le silence est absolu. Les mots ont frappé un c'est. Tous sont témoins. La jeune femme, accrochée ou livrée de l'infortuné comme à une bouée, tente de se ressaisir. Elle doit trouver le moyen de préserver son avenir. D'abord réhabiliter la guilde des c'est pour que leur ouvrage conserve toute leur valeur. Il n'était encore qu'apprenti, hoquette-t-elle avec des trémolos dans la voix. La cérémonie d'intronisation devait avoir lieu ce soir. Les yeux inondés de larmes, Tess parvient malgré tout à vérifier que ses paroles ont fait mouche. Les hochements de tête valident l'idée qu'il n'était pas vraiment c'est. Les dogmes sont saufs. C'est un extrait qui est assez symptomatique, qui fait ressortir beaucoup d'éléments propres au récit dans son ensemble. Mais j'aimerais d'abord m'arrêter sur une question fondamentale du récit qui est celle de la valeur des mots. D'un point de vue très terre-à-terre, déjà pour commencer, on voit que les mots ont une valeur financière puisque la monnaie dans le monde que tu décris, ce sont des feuillets et on voit bien la valeur que Tess attribue au livre écrit par Savin, qu'elle tient entre ses mains et dont elle tient à conserver la valeur. Par voie de conséquence, les mots sont donc aussi synonymes de pouvoir. C'est ça. Le savoir, normalement, préserve de la malédiction des mots. C'est ce que la guilde des sachants inculque, c'est que, il faut être parmi les sachants, c'est l'élite, pour pas être emporté par les mots. Et là, malheureusement, Savin, il a été emporté, donc ça pose un problème, et tout de suite, Tess essaie de le décrédibiliser, et de préserver la valeur des mots et de la guilde supérieure. Et donc le pouvoir des c'est. Voilà. Alors qu'on soit sur l'île ou dans la caverne, certains mots ont plus d'importance que d'autres. C'est certains mots qui sont différents pour chaque personnage. C'est ces deux mots, les deux mots du titre, qui envoie les habitants de l'île des Vents dans cette caverne obscure. Et du coup, c'est vraiment l'un des grands mystères de la vie pour tous les Iliens. Et ça conditionne un peu toute leur existence. Chacun se débrouille un peu comme il peut avec cette malédiction. C'est ça. Ils développent des astuces pour essayer de pas prononcer tout au long de leur vie les deux mots qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est un peu délicat. Donc il y a certains qui vont rester vraiment sur les seuls mots qu'ils ont prononcés. Il y en a qui, comme astuce, vont les monosyllabiques, qui vont prononcer juste une syllabe toutes les 2-3 secondes. Comme ça, ils sont sûrs de pas enchaîner les deux mots. Ça, c'est le cas de la maman de Savin, le personnage principal. Ça le rend fou parce qu'il lui faut 10 minutes pour faire une phrase. C'est très drôle à écrire, en fait. À lire aussi, d'ailleurs. C'est drôle à lire. On rit aussi, à la lecture de ça, car il y a ceux qui jouent carrément les muets. Oui, qui s'imposent d'être muets. Et la nuit, parfois, ils dorment, ils rêvent, et puis il y a des mots qui s'échappent, et parmi les muets, il y en a aussi qui prononcent leurs deux mots pendant la nuit, et qui, au matin, ils sont plus là. Alors c'est encore plus tragique pour eux, parce que quand on est dans la caverne,
On le comprend petit à petit, mais ceux qui connaissent leurs deux mots, s'ils arrivent à sortir de la caverne, vont pouvoir ensuite naviguer d'un monde à l'autre. Du coup, si on fait partie de ceux qui sont muets, entre guillemets, sur l'île, qu'on prononce ces deux mots pendant son sommeil, on n'a pas cette possibilité donc de revenir dans la caverne si besoin, ce qui est une nécessité, parce que revenir sur l'île... C'est très dangereux, oui, parce que forcément la guilde des sachants veut protéger un petit peu son monopole intellectuel et veut surtout pas que des gens qui reviennent de la caverne témoignent du nouveau savoir qu'ils ont acquis, la connaissance d'eux-mêmes, les questionnements qui se sont posés. Et du coup, dès qu'ils remettent un pied sur l'île, bon déjà ils arrivent nus, parce qu'ils sont un peu dépouillés de tout ce qui est superflu. Oui, le monde de la caverne, c'est un monde où il y a rien, quoi. Il y a de la pierre, des algues, de quoi de manger, l'eau. oui, voilà. Et du coup, quand ils reviennent, déjà ils sont très très pâles de peau, puisqu'ils n'ont pas pris le soleil, donc on les appelle les illuminés. Et ils subissent automatiquement une bastonnade dès qu'ils reviennent sur l'île et que les Iliens les repèrent, parce qu'ils en ont une peur bleue, ils savent pas d'où viennent ces gens, et la guilde des sachants a donné la consigne de surtout pas les laisser parler, parce que ils pourraient leur voler leur âme, et du coup, dès que un caverneux revient sur l'île, il risque vraiment d'être tué, tabassé. C'est très violent, les scènes de bastonnade. On va vous lire un petit extrait d'ailleurs. Je vais lire cet extrait-là pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il retourne. On assiste justement à la scène du retour d'un illuminé sur l'île. On y assiste avec Savin, le jeune Savin, personnage principal qui à ce moment-là est enfant. Il vient d'être blessé, donc il ne participe pas à la bastonnade et il se retrouve soigné en même temps que l'illuminé, si on peut parler de soins, vraiment. Donc je vous lis ce texte, comme ça ce sera infiniment plus concret. Les râles de l'illuminé, qui s'étaient atténués au fil des heures, reprennent de plus belle. Savin devine que son père est en train de changer les bandages souillés qui maintiennent en place la mâchoire de l'homme. Contre toute attente, l'illuminé parvient à bafouiller quelques mots. « Vous êtes ignorant ». Lec vacille. L'étranger vient de lui asséner la pire des insultes. Sans ménagement, il enroule les bandes de tissu en les serrant de plus en plus fort. Savin se demande si son père ne cherche pas à étouffer l'insouciant. Lorsque Lec quitte la pièce en claquant la porte, l'enfant se lève et s'approche de la momie agonisante. Seules les deux narines sont dégagées. Savin est rassuré. Son père n'est pas un assassin. Mais l'homme semble endurer un vrai calvaire. Pris de pitié, l'enfant défait maladroitement le garrot en mémorisant l'emplacement du bandage pour le repositionner à l'identique. Le spectacle du visage boursouflé, violacé et lacéré de l'illuminé le fait reculer. Horrifié, au bord de la nausée, Savin s'assoit sur son lit et fixe la victime de la bastonnade à laquelle il aurait peut-être participé s'il n'avait été blessé. L'homme allaite quelque temps, puis, après un long gémissement, reprend la parole. Ici, que du vent. Savin ne comprend pas ce qui motive cet illuminé moribond à parler. Le supplice qu'il s'inflige pour articuler les mots, alors que tout laisse à penser que les os de son visage sont brisés, est inhumain. Peut-être est-il, comme sa mère le répète, un monstre d'un autre monde, mais alors pourquoi parler d'ignorance et de vent ? Pour en apprendre un peu plus, et qui sait parvenir à fournir de précieux renseignements aux sachants, et par la même occasion remonter dans l'estime de son père, Savin s'approche de l'illuminé et le questionne. « D'où viens-tu » ? La grotte, éructe l'homme dans un tressaillement de douleur. « Quelle grotte ? Y a pas de grotte par ici, y a trop de sable. La grotte, la vraie connaissance. » Le sang qui coule des plaies ouvertes écœure tant Savin qu'il décide de remettre le pansement. Bien qu'il prenne bien soin de ne pas serrer la bande, l'homme geint à chaque tour. Puis, comme s'il savait sa fin proche, l'illuminé parle à nouveau. Savin écarte de son mieux la gaze qui recouvre la bouche, puis retourne dans son lit.
Avec ce voisin bavard, il est sûr que sa mère ne s'éternisera pas dans la pièce si l'envie lui prenait de rendre visite à son fils. Les deux mots mènent à un autre monde, répète la momie. Toute la nuit, Savin écoute le bégaiement laborieux de l'illuminé. La souffrance de l'homme est sans mesure, chaque mot lui coûte. Non pas qu'il ait peur de disparaître à cause d'eux, comme tout habitant lucide de l'île continent, non. Lui, son souci, c'est surmonter la douleur pour en dire le plus possible tant qu'il le peut encore. D'abord distant, l'enfant modifie peu à peu son point de vue sur l'illuminé. Depuis toujours, on lui a dépeint ces êtres comme des monstres dangereux, menteurs et méprisables. Or, l'homme qui lutte sous ses yeux ne ressemble en rien à cette description, du moins tant que les pansements recouvrent sa face. Ses propos l'intriguent. Tantôt ils remettent en question tout ce que les sachants lui enseignent, tantôt il éveille sa curiosité. Particulièrement ce jeu, dont l'illuminé lui rabâche les oreilles, dont la récompense semble être une livrée en soi. Et surtout un point l'obsède. Pourquoi cet homme, au seuil de la mort, s'infligerait un tel tourment pour lui raconter des inepties? L'épisode qu'on vient de découvrir, qui est très intense et très émouvant, est vraiment un épisode fondateur pour le personnage de Savin, puisque c'est grâce à ce souvenir des paroles de l'illuminé qu'il va être capable, une fois qu'il se retrouvera dans la caverne, de comprendre par quelle voie en sortir. Et cette voie, c'est celle d'une démarche que j'ai envie de qualifier de spirituelle. Ça commence par une introspection très forte. C'est une démarche consciente vers la rencontre de soi-même, une rencontre objective, sans concession. Il est nécessaire de faire face à ses contradictions, à ses tares, à ses vices, clairement. Et ça finit par déboucher sur un état méditatif. Alors justement, qu'est-ce que tu places derrière cette démarche en regard justement du pouvoir des mots que nous venons d'évoquer? Alors, la démarche, l'introspection, le questionnement, c'est à partir de là qu'on va être capable de mettre un petit peu en doute tout ce qu'on a appris, et puis aller chercher un peu plus loin, et ça demande un énorme effort, et puis se faire violence, et donc voilà, tout ça, ça me parlait comme moyen de s'alléger, de se libérer et de s'élever. Et justement, c'est ça moi qui m'a frappée, c'est que donc il y a toute cette démarche, cette dialectique avec soi-même, mais qui aboutit au silence de la méditation. Il y a un moment où il est nécessaire de s'extraire des mots eux-mêmes, oui, et du pouvoir des mots eux-mêmes par le silence, sortir du mental bourdonnant pour accéder à une vision épurée. Est-ce que c'est vraiment ça qui permet, est-ce que c'est seulement ce silence en fait mental qui permet vraiment d'accueillir l'autre? C'est ça, oui, il faut un petit peu faire le vide et libérer un peu de place pour pouvoir aller vers l'autre ou aller vers une autre connaissance, oui. C'est ça, vider le réceptacle pour pouvoir vraiment accueillir l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça que je considère moi que c'est une démarche qui mène vers la spiritualité, parce que finalement c'est ça, la quête de la méditation, c'est la quête du silence interne où vont naître des idées autres, des idées qui ne sont pas nées de notre culture, de notre héritage. Qui ont été servies un peu tout cuit, quoi. Donc oui, c'est intéressant d'aller chercher, se poser des questions. Mais pour pouvoir faire ça, il faut un petit peu ne plus être étouffé par tout ce qu'on a déjà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans cette petite tête déjà, et du coup c'est bien de faire la coupure, se concentrer sur la respiration, sur ce qu'on entend et tout, faire une coupure, et puis après aller chercher au fond de soi. Oui. Pour que les auditeurs comprennent, je veux bien que tu nous lises un nouvel extrait.
où on voit justement la difficulté et qu'éprouve Savin dans cette démarche à laquelle il s'adonne vraiment corps et âme, hein. Il y va vraiment pleinement et il essaye en tout cas d'entrer dans cette méditation. Oui, donc il est bloqué dans la caverne et puis au bout d'un moment, il commence vraiment à comprendre que la seule issue de ce couple, c'est vraiment un monde fermé. C'est de s'élever spirituellement et c'est avec ça qu'on peut revenir sur l'île. Il l'a compris en recoupant avec les informations qu'il a eues de l'illuminé quand il était petit. Voilà. On t'écoute. Au fil des jours, sa technique s'affine. Ayant compris qu'il ne suffisait pas de s'asseoir et d'attendre que la magie opère, Savin teste différents procédés de décontraction. Focaliser son attention sur sa respiration lui permet par exemple d'oublier son corps endolori. Ressentir l'air frais qui entre dans ses narines et l'air chaud qui en sort l'apaise. Dans cet état, il ne pense plus à ses ennemis, à sa peur de l'échec, à Kat, Xi et Tess. À présent, il ne doute plus de sa démarche. La clé de son évasion est bel et bien dans son esprit. Ces séances se prolongent sans toutefois l'emporter là où il le voudrait. Souvent, les douleurs physiques et psychologiques le ramènent à sa paillasse, affamé et déprimé d'être encore là. Il s'efforce alors de se nourrir, puis effectue de longues marches, loin des regards méprisants. Lors de ses pérégrinations, il lui arrive de croiser Kat et Xi. Méfiantes, les jumelles l'observent en restant à bonne distance. Certainement craignent-elles qu'il ne l'emporte avec lui sur l'île continent une fois la formule magique trouvée. Savin aimerait leur expliquer que la clé du voyage est à chercher en soi et que personne ne peut quitter ces cavernes s'il n'en a pas la volonté. Mais il ne veut plus interagir avec elles. Leurs chemins divergent et rien ne lui garantit que la voie qu'il emprunte est meilleure que la leur. C'est ça qui est intéressant. On comprend avec cet extrait que la voie qui mène hors de la caverne est une voie complexe, exigeante et surtout qu'il s'agit d'une voie individuelle, propre à chacun. Il faut avoir le courage de se confronter à ses propres failles, à ses propres contradictions et on peut pas être aidé par les autres et on peut difficilement aider les autres, même si plus tard Savin va se proposer justement d'enseigner aux caverneux comment méditer, comment sortir de la caverne. Chaque personnage va devoir faire son propre parcours. Voilà, faire le travail sur soi, et certains n'y arrivent jamais. Cette dualité qu'il est nécessaire d'affronter constitue un autre élément fondateur du récit. Il y a une dualité des êtres et du monde qui est constante. Il y a toujours un blanc pour un noir, un mal pour un bien. Il y a une ambivalence, il y a même une dichotomie qui est permanente, qui est constante. Et ça se lit d'ailleurs très bien dans le second tome de la trilogie que tu as intitulé Les deux mots MAUX et dont les titres des différentes parties soulignent systématiquement cette balance. Aveuglement et illusion, dit et non dit, vent et eau, amour et haine, ambition et déception, plaie du corps et plaie de l'âme. Alors j'en oublie peut-être, mais on voit bien comme tout est duel dans ce monde, que ce soit au niveau macro du monde lui-même, avec d'un côté l'île balayée par des vents très forts, on n'en a pas parlé encore, mais c'est une caractéristique de ce monde, c'est que tous les soirs, au début, en tout cas tous les soirs à heure fixe, des vents ultra violents se lèvent et qui n'est pas à l'abri finit complètement déchiqueté par les vents. Et à l'intérieur de la caverne, c'est un monde de l'eau. Les gens se nourrissent de plancton. Voilà. Et il y aura même un dérèglement de ces vents et de ces eaux qui vont venir justement chambouler le fonctionnement qui s'est mis en place dans les deux mondes. Voilà, obliger à re-questionner les dogmes, les fonctionnements établis en regard même de ces vents et de ces eaux. C'est vraiment très intéressant et c'est valable aussi au niveau micro pour chaque personnage, dans chaque parcours de chaque personnage. Et finalement, je me suis demandé, et tu vas me dire peut-être si je me trompe, mais est-ce que c'est pas justement le mauvais usage des mots, qu'il s'agisse de mots oubliés, de mensonges, de manipulation, ou du non-usage des mots par peur ou pour une autre raison qui crée cette dichotomie persistante, ce déséquilibre permanent?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la mauvaise communication qui est source de tous les maux. Hein. C'est vraiment... Mauvais usage des mots, source de tous les mots. C'est un peu la clé de... C'est ça, c'est vraiment le fil conducteur, oui, l'idée principale, oui. Voilà, c'est génial parce que c'est traduit avec une fiction, un univers complètement imaginaire et qui renvoie en même temps très bien à ce qu'on connaît, hein, les doutes, les allers-retours des personnages, leur ambivalence, ils sont extrêmement humains, ils sont très proches de... Oui. On peut pas dire que ce soit de très belles personnes, surtout dans le tome 1. Et puis après, bon, je fais évoluer les choses. J'aime pas quand les choses sont ou toutes blanches ou toutes noires. Hein. J'aime bien balayer après le spectre des gris. Et il y a une autre chose, on l'a évoqué très légèrement, c'est la question des croyances qui ajoutent à cet aveuglement, au-delà donc du mauvais usage des mots et de la parole. Les croyances créent un aveuglement. Tu le traites très bien aussi, hein. On voit comment les Iliens ne veulent absolument pas entendre ce que les Illuminés ont à dire. Et dans la caverne, en dépit de leur expérience, les habitants des cavernes que tu appelles les caverneux créent différentes communautés et il y a une croyance qui se crée autour de celui qui juge. C'est ça, ce serait un être supérieur et ce serait lui qui choisirait qui est envoyé dans les cavernes et qui a le droit d'en sortir. Et en fait, c'est là où, je tords un petit peu l'allégorie de la caverne, c'est que c'est pas la caverne qui est négative ou l'île, c'est l'homme intrinsèquement cherche toujours un petit peu la facilité en se créant des dogmes qui lui permettent de faire l'économie de la réflexion. Et du coup, que ce soit sur l'île avec les dogmes imposés par l'essai ou dans les cavernes avec les croyances imposées par certains caverneux, il y a toujours certaines personnes qui l'acceptent parce que c'est confortable, qu'on leur serve un petit peu des choses à croire et qui leur donnent leur espoir à eux. C'est tellement plus confortable de s'en remettre à une autorité plutôt que d'oser par soi-même penser, décider. C'est une malédiction, elle vient d'un être supérieur, j'ai rien d'autre à faire qu'attendre en fait que mon tour vienne et que je sois renvoyée sur l'île parce que je ne fais plus rien de mal. C'est une façon de céder son libre arbitre en quelque sorte. Et je pense que on a tous cette tendance des fois un petit peu à la fainéantise intellectuelle. Évidemment que c'est confortable des fois de pas trop se poser de questions et d'accepter une vérité, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain, je pense qu'il est comme ça. Et de temps en temps, c'est bien de se dire mais peut-être qu'il faudrait que j'aille vérifier cette information. Surtout par les temps qui courent. Suivez mon regard, on va pas insister. Sans trop entrer dans les détails, pour pas révéler l'intrigue qui est très riche et que je laisse aux auditeurs le soin et surtout le plaisir de découvrir au moment de leur lecture, le deuxième tome de la trilogie illustre vraiment bien les conséquences catastrophiques de ce dévoiement du langage à travers deux personnages, ces deux enfants que l'on voit naître dans le premier tome et qui se trouvent au centre de l'intrigue de la seconde partie. Alors la première, c'est une fille, elle est née dans les cavernes, elle ne connaît que la caverne, elle se prénomme Nézel, et le second personnage, c'est un garçon, c'est un Ilien, qui répond au prénom de Mons. Tous deux sont les produits de leur monde, vraiment les purs produits de leur monde, et tout ce qui les caractérise est vraiment le produit des incohérences du monde dans lequel ils ont grandi et évolué. Donc les non-dits, les mensonges propres et les croyances propres à leur monde. Et donc pour finir sur la présentation de cette trilogie, je propose aux auditeurs de découvrir deux courts extraits consacrés l'un et l'autre au personnage de Nézel et au personnage de Mons. C'est deux extraits qui sont situés à la fin du premier tome et qui introduisent vraiment la suite. Je prends en charge la première lecture avec donc un épisode fondateur pour le personnage de Nézel. Nézel s'enfonce un peu plus dans sa cachette. Hors de question que le résident la débusque en entrant dans la grotte. Une fois qu'il ou elle dormira,
elle escaladera la colonne pour aller caresser la tête de l'animal fabuleux. Faute de maître d'armes, elle a décidé d'entamer seule son entraînement en s'imposant cette épreuve de haut vol. Soudain, Raplo brise le silence. Nézeul contient de justesse un hoquet de surprise. Le cri dissonant qu'il vient de pousser la glace d'effroi. Puis il enchaîne avec des bouts de phrases, des sifflements, des rires, des chants et des tronçons de conversation. Les imitations très instructives laissent entrevoir à la fillette bien des perspectives. L'oiseau pourrait être un allié de choix s'il voulait bien coopérer avec elle. Convaincue qu'elle le liera à elle en réussissant son épreuve initiatique, Nézeul attend avec impatience que la semi-obscurité de la nuit lui permette d'agir. Après une bonne heure de monologue, le rapace finit par se taire. Immobile, la tête rentrée dans les plumes, il dort enfin. Nézeul va pouvoir s'élancer. Elle est confiante. La chance est de son côté puisque la personne censée vivre là n'est pas venue. L'escalade n'est pas simple, mais elle est aguerrie à cet exercice. Tandis qu'elle tâte la paroi en quête de prise, quelques petits cailloux tombent. Heureusement, l'oiseau, habitué à ces bruits nocturnes, demeure parfaitement calme. Nézeul progresse. L'enjeu est tel qu'elle se crispe au fil de la montée. Arrivée presque au sommet de la colonne, elle a le souffle court, les jambes en coton et des crampes dans les doigts. Seule sa volonté lui permet de poursuivre son effort. Quand elle pose enfin ses deux mains sur la partie plate, son cœur bat la chamade. L'oiseau est là, juste devant ses yeux. Mais il ne dort plus. Réveillé par le bruit de sa respiration, il la fixe. Confiante, la fillette avance le bras pour établir le contact avec son futur compagnon d'espionnage. La réaction de Raplo n'est pas du tout celle qu'elle a imaginée. Elle n'a pas le temps de retirer sa main. Le bec acéré s'est refermé sur son doigt. La peur et la douleur lui font presque perdre ses appuis. S'agrippant de toutes ses forces pour ne pas basculer en arrière, Nézeul se retient de crier tandis que la pression sur son doigt s'accentue. Puis survient l'impensable. Le rapace vient de sectionner la phalange. Le hurlement de la fillette se répercute sur les parois. Terrifiée, mais libérée, elle s'empresse de redescendre avant de subir une autre attaque. Le sang qui empoise sa main lui complique la tâche. Concentrée sur ses prises, elle en oublie provisoirement son supplice et sa déception. Arrivée en bas, la charge émotionnelle explose. Nézeul s'effondre sur le lit de l'inconnu et suffoque. Son doigt coupé lui fait terriblement mal, mais son échec la fait souffrir plus encore. Se retenant de fuir pour préserver le peu de dignité qu'il lui reste, elle attend dans la grotte que la nuit prenne fin. L'élancement dans sa main la prive de sommeil. Elle ne peut que serrer les dents et contenir l'hémorragie. Lorsque les parois s'éclairent enfin, le rapace s'éveille, s'ébroue, puis décolle, et en quelques battements d'ailes quitte la grotte. Son vol est toujours aussi majestueux, mais Nézeul ne l'apprécie plus comme avant. Raplo a refusé sa main tendue. Lui aussi l'a abandonné. Pour ne plus jamais vivre ce genre de désillusion, la fillette se promet de ne plus compter que sur elle-même. Son doigt mutilé lui apparaît comme un rappel à l'ordre. Elle doit se méfier de tous, y compris Kat et Xi, qui ne sont et ne seront jamais ses grandes sœurs. Ses objectifs se précisent, apprendre à se battre, avec ou sans maître d'armes, et ne s'attacher à rien, ni personne. On comprend vraiment avec cet extrait que la jeune Nézeul souffre d'un manque de lien, d'un manque de confiance. Il n'y a personne pour la guider, pour lui enseigner ce qu'elle souhaite apprendre, et elle en vient vraiment à considérer son existence comme une lutte. Elle se refuse le droit de s'attacher à quoi ou à qui que ce soit. Ça montre, ce que j'ai ressenti, la manière dont je l'ai interprété, ça montre à quel point il est compliqué de grandir sans pouvoir s'ouvrir, justement, grandir sans pouvoir communiquer, être écouté, être entendu, recevoir en retour une parole qui soit une parole née d'une véritable écoute, j'ai envie de dire. Et on voit que les conséquences sont dramatiques parce que quand on grandit dans ces conditions, on a toutes les chances de faire beaucoup d'erreurs, et c'est ce que montre justement l'accident avec le rapace, avec Raplo. Elle n'a pas été guidée, et elle se jette dans la gueule du loup toute seule. Je sais pas s'il y a grand chose à rajouter par rapport à ça.
Non, oui, c'est un personnage qui est intéressant. On voit forcément que quand elle était toute petite, tout allait bien, quoi, jusqu'à ce qu'elle se retrouve toute seule et du coup plus d'affection, plus de guide pour apprendre voilà, à avancer dans la vie et à se construire. Donc elle se construit toute seule et avec toutes ses erreurs et puis cette rage voilà de pas être aidée. C'est une enfant, elle a vraiment besoin d'être aidée et personne lui tend la main parce que ce sont des sociétés un petit peu difficiles, les conditions de vie sont difficiles et elle est très en colère, globalement oui. Elle est très en colère. Elle est en colère, voilà. Elle née seule, qui est née seule, donc forcément, voilà, il lui manque les parents aimants qui aident à se construire. C'est la base. Et c'est très bien dit, c'est très bien raconté. J'en profite aussi avec cet extrait pour souligner le rôle de Raplo. Donc Raplo, c'est un rapace qui est vraiment une mascotte pour l'une des communautés sur l'île. Et donc c'est l'oiseau de la caverne, hein. Il est massif, il est très impressionnant, personne n'ose vraiment l'approcher, hein. Et il a pour caractéristique, c'est un rapace qui fait un peu office de perroquet. C'est ça. Il chope comme ça, il attrape des mots, des bouts de conversation et il les répète en imitant à la perfection la voix de ceux qui l'ont prononcé. Ça dit beaucoup de choses parce que du coup dans la caverne, les mots ont une autre valeur et on n'a pas vraiment droit au secret avec Raplo. C'est ça. Bon, les mots, on dit que ça disparaît, hein, les mots s'envolent. Non, pas avec lui. Lui, il peut vraiment restituer des portions de conversation qui auraient dû rester secrètes. Qui vont poursuivre comme ça voilà. Les caverneux toute leur vie. Ah, oui, parce qu'il a une longévité de vie comme un perroquet, hein, donc on est sur du 50 ans. Hein. et en même temps, ces mots qu'il répète, il les répète en dehors de leur contexte. Donc, on voit aussi comment des mots sortis de leur contexte peuvent aussi, à l'écoute, prêter à confusion et ajouter encore à la confusion générale. Je trouve que c'est hyper intéressant, ce personnage de Raplo. Il est très impressionnant et très intéressant, très surprenant. En comparaison avec l'extrait qu'on vient de lire donc sur Nézel, le personnage féminin qui est né dans la caverne, on voit évoluer le jeune Mons qui est donc un Ilien et paradoxalement il parvient à des conclusions assez similaires à celles de Nézel. Alors on va pas trop en révéler parce que sur ce personnage parce que ce serait vraiment révéler l'intrigue et il faut pas. Donc on va juste l'évoquer, simplement préciser que cet enfant il est né avec des tics nerveux et que dans le milieu où il est né, qui est le milieu des sachants, la guilde des sachants, c'est vraiment honteux d'avoir un handicap physique de telle sorte. Et on lui a donc administré un traitement quand il était nourrisson, un traitement assez violent, qui a intégralement figé les muscles de son visage, ce qui l'a rendu totalement inexpressif et qui donc, évidemment, avec un visage totalement inexpressif, l'empêche d'avoir des relations sociales aussi très, très développées, d'avoir des amis. On le considère un peu comme un monstre. Et donc on va voir dans le court extrait que tu vas nous lire, Sophie, et qui sera donc le dernier aujourd'hui, qui est Mons et comment s'annonce l'évolution de ce personnage dans le second tome de la trilogie, donc les deux mots MAUX. On t'écoute, Sophie. La larme qui coule le long de sa joue insensible s'écrase sur la lettre qu'il lit pour la 1000e fois. Les tics ont repris possession de son corps. Sa peine l'anime tandis que son visage reste de marbre. Les révélations du fait-soin remettent en question son passé et son futur. Toutes les souffrances et privations qu'il a endurées pour plaire à Duc deviennent risibles. Son vrai père serait ce savant, un bon à rien emporté par les mots avant d'avoir pu reconnaître son fils. Et sa mère, une menteuse. La colère et la rancœur alimentent le monstre qui grandit en lui. Il rêve de lui laisser la main, que cet autre monstre élimine tous les acteurs de son malheur et revienne se louer en lui. La culpabilité qu'il a éprouvée après avoir répandu la poudre mortelle au-dessus de la tête de Lek est définitivement envolée. Cet homme n'a eu que ce qu'il mérite.
D'autres victimes d'empoisonnement suivront. Maintenant qu'il sait que tout n'est que mensonge et manipulation, il se jure d'observer le monde via les yeux de son monstre. Son cœur, lui, restera figé, à l'image de son visage. Voilà, c'est terrifiant. On voit que ce jeune garçon ne sait plus à quelle vérité se fier et ça éveille la pire partie de lui-même, hein, la partie la plus obscure. Et il décide vraiment de se vouer complètement à cette part la plus obscure de lui-même, quitte à devenir un criminel, hein, on le comprend. Et c'est vraiment une très bonne manière d'introduire les deux mots MAUX, hein, la deuxième partie de cette trilogie. On n'ira pas plus loin aux auditeurs de se plonger dans cette lecture pour savoir comment évolue la jeune Nézole et le jeune Mons. Mais on va quand même pas se quitter comme ça pour autant, Sophie, parce qu'il y a un autre aspect de ton travail d'autrice que j'ai envie d'aborder et qui manquera certainement pas d'intéresser nos auditeurs, surtout si eux-mêmes sont animés d'une plume qu'ils cherchent à faire lire et à faire entendre. C'est la question de la publication. On l'a évoqué très légèrement au début de l'interview. Déjà, le passage à l'acte d'écriture est en soi déjà une première étape qui peut... que je n'imaginais vraiment pas réussir déjà, parce que bon, je suis un peu dyslexique, donc j'ai pas vraiment étiqueté littéraire, et quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment inédit pour moi. Et voilà, j'ai osé, j'ai fait lire à certaines personnes qui ont apprécié, et je me suis dit, tiens, je vais aller au bout de mon projet. Et pour qu'il reste vraiment positif, parce que je me suis vraiment fait du bien avec mon premier livre, je voulais aller vraiment au bout. Et je sais que lorsqu'on propose les manuscrits aux maisons d'édition, on a souvent des refus. Et ça aurait un peu gâché le bien-être que j'avais éprouvé. T'étais pas prête à cette épreuve de la soumission aux différentes maisons, donc tu l'as pas envoyé du tout. J'ai envoyé un petit peu des manuscrits, mais en même temps, je me suis dit, moi, je veux l'objet finalisé. Je veux qu'il soit publié. Voilà. Donc, t'as quand même essayé. Oui. T'as choisi quelques maisons. Oui, les plus grosses. Hein, Voilà, parce que voilà. Il fallait quand même. Et du coup, comment ça s'est passé? T'as eu des réponses? Oui, ou pas mais de réponses, peu de réponses, et non, voilà, c'est évident que... C'est très délicat, hein, ça, parce que ça prend du temps, en plus, les réponses, elles arrivent pas dans la semaine. Et c'est pour ça, moi, je voulais vraiment que ça reste une expérience positive. Et aller au bout, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est... Et bon, j'ai monté ma maison d'édition en micro-entreprise, c'est pas compliqué. Et j'ai protégé à l'INPI le nom de édition Petite Chose, parce que vraiment ça me tenait à cœur. Et puis j'ai avancé doucement, j'avais pas d'échéance, je voulais prendre mon temps. Et plus j'avançais, plus je trouvais ça... j'allais vers du concret, j'en avais vraiment besoin de choses concrètes. D'accord, donc tu as tout de suite décidé de monter ta maison. Tout de suite, tu l'as appelée édition Petite Chose. Donc dès le premier livre. Donc ça veut dire que le personnage de Petite Chose, il est là. Il était dans ta tête. Oui. Ok. Et concrètement, la mise en page, le graphisme du livre, comment t'as avancé là-dessus? T'as avancé toute seule? T'as demandé de l'aide pour la relecture? Alors, j'avance beaucoup toute seule parce que je suis quand même fondamentalement une solitaire. Et la relecture, je l'ai confiée à 2-3 personnes bienveillantes, parce que j'avais besoin de ça aussi, mais qui allaient être honnêtes. Donc, t'as fait ta sélection de relecteurs. Oui. Dont ma sœur, qui est encore plus dyslexique que moi, et du coup, si elle arrivait à le lire et trouver ça fluide, c'était vraiment un bon indicateur pour moi. Génial. Et voilà. Et bon, ça a pris du temps, mais il me le fallait pour que je prenne un tout petit peu confiance en moi et que j'ose passer le pas de mettre un peu mes tripes entre les mains des gens quand même. Avec le tome 1 de ma première trilogie, c'est un peu le cas. Et vraiment, je suis
très bon. J'ai pas gagné d'argent, hein. On se voile pas la face. Je suis une très mauvaise communicante. Donc c'était la question que j'allais te poser ensuite, parce qu'une fois la maison d'édition créée, le premier livre publié, comment tu t'y es pris pour communiquer? C'est vraiment une communication sur un cercle proche de gens qui, bon voilà, ça, j'ai vendu 100 exemplaires, c'est vraiment... C'est bien déjà sur un premier livre. Hein. Et t'as quand même mis en place des éléments sur Internet. Oui, j'ai fait un site, oui, pareil. Il y a un site Internet qui existe, édition-petite chose, donc petite chose sans le E, PTITECHOSE.com. Je mettrai tout ça dans le descriptif du podcast. Tu l'as créé dès le début, ce site? Oui. Pour le premier livre? Oui, pareil. Donc, on y trouve la présentation de tous les livres. Il y a une boutique, bien sûr, pour les acheter. On voit les 4e de couve. Il y a quelques extraits à lire. C'est intéressant. Je vous engage à aller visiter ce site. Et une petite présence aussi sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook. Un petit peu, oui, mais vraiment c'est pas du tout mon point fort. Hein. Je ne suis pas une bonne éditrice, on peut dire ça. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ne font pas tellement d'efforts de communication, même dans les grandes maisons, donc je pense que tu peux te sentir à l'aise par rapport à ça. Ce que tu as fait est déjà très bien, très très pro quand même. Le site est très bien fait. Je vous engage vraiment à aller sur édition-petitechose.com où vous pourrez trouver donc les premiers ouvrages, la première trilogie, Incursion, Brassage, Bascule, le petit opuscule particulier, Le Monde selon petites choses, le petit exercice d'agilité mentale qui est un peu une petite critique de la société, si j'ai bien compris, et puis les 2 premiers volumes de cette nouvelle trilogie, donc les 2 mots MOTS et les 2 mots MAUX. Est-ce que tu peux nous annoncer dès maintenant, Sophie, quel sera le titre de la 3e partie de cette trilogie et quand est-ce qu'on pourra se la procurer? Alors ça y est, je me suis décidée, ce sera les 2 mondes. D'accord. Voilà. Et là, j'ai vraiment bien avancé sur l'écriture, donc je pense que vraiment janvier... début 2026, oui, il sera fini. Parfait, voilà, donc pour nos auditeurs, vous avez juste le temps de lire les 2 mots MOTS et les 2 mots MAUX pour être prêt pour la lecture de la 3e et dernière partie de cette trilogie. Moi, je vous cache pas que j'ai lu les 2 premiers sans interlude entre les deux, une fois qu'on est pris dedans, on peut pas le lâcher. Donc là, je suis un peu en phase de frustration parce que je suis pas d'une grande patience et je suis très contente de savoir que l'écriture est bien avancée et que je vais enfin pouvoir savoir comment les choses évoluent pour ces personnages auxquels je me suis vraiment attachée. Oui. On a parlé de Savin, on a parlé rapidement de Tess, de Mons et de Nézol, mais il y a beaucoup de personnages, ils ont tous leur parcours, tous leurs caractéristiques, et vraiment on s'y attache et on a envie de savoir. Donc voilà, moi je suis très impatiente et j'espère que nos auditeurs auront envie de se plonger dans ton univers et de découvrir ta plume si particulière et si envoûtante, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Et puis ça a été un vrai plaisir. Je pensais pas être capable de faire cet exercice-là et ta bienveillance m'a bien aidée. Écoute, c'était un vrai plaisir pour moi. Merci de m'avoir accueilli. Je précise que on a enregistré cet épisode dans une petite ferme nichée dans le Lauragais, ma foi, très jolie, où il doit être assez agréable d'écrire ici. Oui. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier épisode avec Sophie Chiquet. Allez-y, rendez-vous sur édition-petitechose.com. Munissez-vous de l'ouvrage qui vous tente le plus et laissez-vous envoûter par sa plume. Merci beaucoup. Merci à toi. Quant à nous, chers premiers auditeurs de Voix de Plume, j'ai le plaisir de vous annoncer que de nouveaux épisodes de ce podcast sont déjà en préparation.
À gauche, à droite, j'ouvre les yeux et je tends l'oreille pour assouvir mon insatiable désir de lecture. Et je m'engage à vous faire découvrir très régulièrement les voix originales et créatives des auteurs que je rencontre au fil de mes pérégrinations. Pour vous tenir informé de la publication des prochains épisodes de Voix de Plume, une seule solution, pour l'instant en tout cas, me suivre sur les comptes Instagram ou Facebook maud.girard.auteur que vous retrouverez en lien dans la description de ce premier épisode de Voix de Plume.